Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le Mistral Social Club pour cette troisième partie consacrée à l'organisation et aux différents enjeux qui concernent le système d'irrigation en Crau. Nous retrouvons Marilène Bonfillon, auteure et spécialiste de la Crau et de l'histoire du canal de Craponne, qui nous fait part, au regard de la crise climatique et du manque d'eau constaté en 2022, quels sont les enjeux et les questions qui se posent pour la gestion de l'eau en Crau. Alors c'est vrai qu'on traverse une période à nouveau difficile. Dans l'histoire, on a vu des périodes de réchauffement, de refroidissement, des périodes donc où le climat a obligé les hommes parfois à des déplacements. Et aujourd'hui aussi, on n'est pas à l'abri de migrations climatiques. C'est un fait important, mais les hommes ont toujours essayé de s'adapter et de mettre en place un certain nombre de moyens. Aujourd'hui, face au réchauffement, l'inquiétude, quelle est-elle ? Le faible enneigement. L'année dernière, l'année 2022, a été une année de crise importante pour toute la Crau et toutes les ASA. On a dû faire des restrictions parce que cette eau, il faut se la partager. Il faut se la partager et donc les irrigants de la Crau ont dû à des moments ne pas arroser ou étaler, au lieu d'irriguer à 10 jours leur prairie, ils ont arrosé, irrigué à 15 jours. Ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs certaines prairies n'existent plus pratiquement, il va falloir ressemer, remettre en place, donc il y a des conséquences économiques. Ce qu'il faut voir, mon point de vue, c'est que l'eau, elle existe. Elle est peut-être à des moments en moindre quantité. Il faut se la partager, ça c'est important. Mais quand je dis il faut se la partager, il faut peut-être mettre des priorités. La priorité, c'est l'eau d'abord pour boire, pour l'hygiène, pour se nourrir. Je pense que les hommes ont créé un territoire agricole qui a du potentiel. Ce serait véritablement dommage de laisser à la nature, le retour à la nature type Coussoul, mais on ne peut pas revenir en arrière de toute façon, donc ce seraient des friches qui n'auraient pas de sens. Alors qu'on est une région fortement peuplée, faire venir de la nourriture d'ailleurs alors qu'ici on est capable de la produire, donc cela partager en mettant des priorités. L'énergie est indispensable aussi. On a créé autour de l'eau des activités, par exemple touristiques, autour du lac de Serre-en-Ponçon. Est-ce une activité première ou est-ce que c'est à mettre après ou voir une autre forme de tourisme ? Parce qu'il faut voir que cette eau, et ça c'est un point important, cette eau qui s'est diffusée sur le territoire de la Crau, on dit parfois « vous gaspillez l'eau ». Non, l'eau ne se gaspille pas. L'eau, elle est dérivée, c'est vrai, de la Durance, mais l'eau retourne au milieu naturel. Et elle va où ? Quand elle a été utilisée pour l'agriculture, elle va dans la nappe phréatique. Il faut bien voir que la nappe de Crau, elle est alimentée pour 70% par l'irrigation gravitaire. Donc si demain on arrêtait l'irrigation, et le CIMCRO, le syndicat mixte de la nappe de Crau, fait des études actuellement scientifiques là-dessus pour montrer l'impact de l'irrigation gravitaire sur la nappe. Si on devait arrêter, réduire l'irrigation gravitaire, c'est presque 300 000 personnes qui seraient en difficulté. Sur Fos, sur Istres, sur Miramas, sur Salon, nous avons donc des forages dans la nappe de Crau qui permettent d'alimenter. On a aussi de l'activité économique à Fos-sur-Mer qui est liée directement à l'utilisation de cette eau. Donc il y a tous des équilibres qui se sont faits avec ces dérivations de l'eau de la Durance. Alors c'est vrai que le milieu naturel, la Durance, doit garder un cours d'eau, mais c'est vrai aussi que les hommes ont créé également de nouveaux équilibres en termes de paysage, en termes écologiques, en termes économiques, en termes sociétals, et qu'il faut continuer à réfléchir à partager. Alors on peut toujours faire mieux, on peut améliorer l'usage de l'eau dans l'agriculture,
par exemple le goutte à goutte, juste le nécessaire aux oliviers. C'est ce qui est en train de se faire parce qu'on se rend compte que les oliviers ont besoin de l'eau si on veut continuer à avoir une production. Donc il peut y avoir des améliorations. Je disais tout à l'heure de conforter les berges pour éviter les pertes d'eau qu'il y a le long des canaux. Mieux être des irrigants, j'allais dire, qui ne gaspillent pas l'eau et qui n'hésitent pas la nuit à continuer à irriguer. Parce qu'on a aussi des personnes qui ne veulent plus se lever la nuit pour arroser. Donc peut-être mettre en place, et cela existe, des martillères automatiques, des moyens donc, qui permettent d'arrêter depuis chez soi l'eau qui est dans une parcelle. Donc il y a le besoin de techniques nouvelles, mais sur un principe d'irrigation qui resterait pour moi indispensable pour toutes ces raisons-là, économiques, la nappe de Crau, sociétale. Il y a les agences de l'eau et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée qui est censée, j'allais dire, apporter des aides financières pour aider justement les structures qui ont besoin de faire des travaux importants sur les canaux. Sauf que ce sont d'abord des dossiers de schéma directeur qui montrent que l'aide pourra venir si on fait une économie d'eau conséquente, de l'ordre de 5%. C'est pour ça que je disais que les ASA ont besoin d'aide d'ingénierie pour monter des dossiers. Ensuite, les aides financières des collectivités. Oui, je pense qu'il faut sensibiliser d'abord tous ceux qui sont les usagers de l'eau au quotidien. Je disais, les nappes phréatiques, elles sont alimentées par l'irrigation gravitaire. Le CIMCRO réfléchit à trouver un moyen sur la facture de l'eau, s'il y a de quelques centimes qui peuvent aller aux structures d'irrigants. On voit bien que là, il peut y avoir quelque chose qui soit logique de mettre en place. C'est un petit peu compliqué, mais ça a du sens. L'eau se partage. Les usages là-dessus sont importants. De la même manière, je pense que les collectivités doivent faire des économies d'eau ou réutiliser les eaux qui ont déjà été pour les stades, pour divers espaces verts. On peut utiliser de l'eau, la retraiter, la réutiliser. Ne pas utiliser non plus de l'eau qui est destinée à la consommation, mais utiliser l'eau brute. Et quand une collectivité utilise l'eau brute, eh bien, elle va contribuer aussi à payer une cotisation. Donc ça va permettre là aussi d'avoir les finances pour maintenir ces canaux et donc maintenir l'irrigation gravitaire aussi. Chaque fois qu'on crée un forage sur salon, si on n'est pas en zone bien sûr où on a accès à l'eau potable, on doit le déclarer en mairie. Si par contre le forage a un but agricole, on doit le déclarer à la chambre d'agriculture, qu'on a un service que l'on appelle OUGC à la chambre d'agriculture pour cela. Sauf que les forages des particuliers sont liés au niveau de nappe et on a les niveaux de nappe qui diminuent. Les particuliers voudraient bien, souvent, à une réunion publique récente, on avait un particulier sur l'est de la ville qui demandait est-ce qu'on allait développer le réseau d'eau potable jusque chez lui. Ben non, c'est pas encore prévu parce que ça nécessite des frais importants. C'est la métropole qui finance le développement des réseaux d'assainissement et d'eau potable et c'est pas prévu. C'est vrai que son forage, aujourd'hui, on voit dans certains lieux, dans certains terroirs, on descend jusqu'à des 70 mètres, 90 mètres même, avant de trouver la nappe qui soit suffisamment importante pour un foyer. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, en Crau, on a cette chance d'avoir cette alimentation par l'irrigation gravitaire. Il y a différents types de niveaux de nappe. C'est vrai que certains sont à moins 30 mètres, 20 mètres, mais peut-être que les économies sont à faire. Mais de tout temps, il y a eu ce souci du niveau de nappe.
Petite anecdote, mon père qui était paysan, et on avait un puits à la ferme, il avait pour habitude de regarder régulièrement l'eau du puits. Et généralement, c'est février, mars, où le niveau est le plus bas. Souvent, il nous disait, bon, attention, n'utilisez pas trop d'eau. Aujourd'hui, on prévient les gens. Nous, on a eu une culture de l'économie de l'eau, le robinet, on l'utilise et puis on l'arrête aussitôt si on ne s'en sert pas. On n'a jamais laissé couler inutilement. Et donc, mon père, quand il voyait que le niveau du puits était bas, eh bien, il allait mettre l'eau, comme il disait. Il montait à la prise, il mettait l'eau dans le canal, il irriguait le pré qui était là. Et on peut dire, au bout de 2 jours, le niveau de la nappe montait. Aujourd'hui, scientifiquement, tout cela est prouvé par des études au sein donc du CIMCRO, mais c'est une réalité. Oui, l'eau, il faut faire très attention non plus de ne pas faire des usages excessifs. Ça, c'est vrai, il faut vivre à l'économie aussi. Je pense qu'il faut rester optimiste dans le sens où les hommes ont toujours su réagir, s'adapter. Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas avoir face à ce sujet une vision individuelle, mais une vision collective. Et depuis le début, ces systèmes d'irrigation qui ont été mis en place a fonctionné parce que justement, plusieurs personnes ont intérêt les uns avec les autres. Seul, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on dépend l'un de l'autre. Et à partir du moment où on a cette vision collective de l'intérêt général, on peut arriver à fonctionner. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. Dans ces ASA, il y a quand même des hommes qui sont indispensables. Ce sont les gardes-canaux, les égadiers comme on les appelle ici, qui donnent de leur temps, qui ont ce sens du partage de l'eau, de vraiment jouer la police de l'eau, mais au bon sens du terme. C'est vrai qu'ils ont été souvent malmenés l'année dernière, bien souvent, lorsqu'ils ont dit, là, maintenant, tu arrêtes d'arroser, c'est au tour de l'autre, je ne peux pas te laisser plus l'eau, voilà. Aujourd'hui, on va dire, le téléphone chauffe. Ils sont souvent appelés, nuit et jour. Les gens ne comprennent pas toujours, mais c'est le maillon indispensable, le garde-canal, du bon fonctionnement. Et dans ce domaine de cette gestion de l'eau, on a beaucoup de personnes qui ont donné de leur temps et aujourd'hui on le voit malheureusement dans les associations ou autres, on a de moins en moins de bénévoles. C'est pas les salaires qu'on les garde, c'est pas les présidents, ils ont des sommes dérisoires, mais ils ont quelque part une volonté, ils se sont investis de cette mission de faire partager l'eau. Je pense à des personnes qui ont véritablement œuvré tout au long de leur vie à vouloir à tout prix défendre les droits d'eau, défendre ces aménagements de territoire au nom de leurs ancêtres qui sont allés se battre, mais se battre verbalement avec l'EDF, à la CED. C'est de dire, mais regardez tout le travail qui se fait en aval. Je crois que l'important, et là c'est bien de communiquer, d'expliquer voilà ce que l'on fait. On ne gaspille pas l'eau. C'est vrai que comme partout, il y a des gens excessifs qui peut-être ne sont pas très respectueux, mais globalement, les irrigants ont une responsabilité. Et l'année dernière, ils l'ont prouvé. Alors l'avenir, quel sera-t-il ? Je pense qu'il faut aider, comme je l'ai dit, financièrement pour que ces canaux puissent perdurer. Je pense que les techniques nouvelles peuvent être un appui indispensable pour continuer à utiliser l'eau au mieux, aussi en fonction de la connaissance, je pense dans le domaine agricole, de mieux connaître les besoins de la plante en eau pour pas donner plus d'eau peut-être, sont des éléments indispensables. Partager l'eau et peut-être aussi multiplier des usages multiples. On a un certain nombre de canaux qui ont créé des microcentrales. On peut produire de l'énergie tout en distribuant l'eau pour l'irrigation, pour l'agriculture.
Je pense que les gens doivent se parler autour de l'eau. Avant, il y avait aussi une culture de l'eau. Aujourd'hui, cette culture de l'eau, on a tellement l'habitude d'ouvrir le robinet, on ne l'a plus. Mais avant, on savait bien que l'eau s'économisait parce que dans les milieux méditerranéens, on était issus de régions où on avait manqué de l'eau. Combien de personnes devaient faire des mètres et kilomètres pour aller chercher l'eau à la fontaine, que quand on a amené l'eau de la Durance, alors d'abord certains n'y croyaient pas, vous imaginez, et puis après on s'est dit, oh, quelle merveille d'avoir de l'eau. Et il y avait une culture de l'eau, il y avait des fêtes de l'eau qui permettaient d'expliquer et de montrer aux gens, voilà tout ce travail. Vous avez l'eau chez vous dans votre maison, mais regardez en amont tout le travail qu'il y a. Merci Marilène Bonfillon pour nous avoir éclairé sur les enjeux autour de l'eau dans notre territoire de Crau. Vous pouvez retrouver les premiers podcasts concernés à l'histoire et à la gestion des canaux sur le site Mistral Social Club sur Facebook et Instagram. En attendant de vous retrouver à la fête Le Tour de l'eau qui se déroulera à Salon du 2 septembre au 10 octobre prochain et à laquelle Mistral Social Club est partenaire, nous vous invitons à faire pétiller votre eau de Crau. À très vite sur le Mistral Social Club.